Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Amarante. Amarante. Cette collection est consacrée aux textes de création littéraire contemporaine francophone. Elle accueille les œuvres de fiction, romans et recueils de nouvelles, ainsi que des essais littéraires et quelques récits intimistes. La liste des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.editions-armatan.fr. Préface. La musique peut éveiller en chacun de nous la résonance de nos propres sentiments. Elle provoque des manifestations sensorielles et affectives, frissons, larmes, joie, bien-être, excitation, angoisse ou apaisement. Il me semble parfois voir en elle les marques d'une transcendance divine, de certaines réponses métaphysiques. Passionnant et poétique récit chargé de réminiscences, ce beau livre vibrant d'émotions restitue avec une intense lumière les chatoiements de l'univers des éternels amants de la musique. Jean-Claude Casadesus. Dédicace. À la mémoire de Jean-Pierre A. Exergue. S'attacher à Wagner, cela se paie cher. Frédéric Nietzsche, le cas Wagner. Prélude 1. Vendredi 18 août. Tout commence gare de l'Est. Une gare, lieu de tous les imaginaires, avec ses passagers qui arrivent et partent vers des destinations inconnues. J'aime le tourbillon furtif à la croisée des chemins, les regards jetés timidement quand les couples se séparent ou s'embrassent avec effusion, les porteurs affairés suivant avec les bagages, la stridence des sifflets quand s'ébranlent les locomotives. Ce voyage qui n'est pas commencé, je l'ai anticipé en pensée, kilomètre par kilomètre, nuit et jour depuis des semaines en accomplissant le rêve de mon enfance, Bayreuth. Depuis mon plus jeune âge, j'ai grandi dans l'amour de Wagner. Mes poupées s'appellent Brunhilde, Freya ou Oglinde et mon chat Sigmund. Je l'adore, ce chat. Il est affectueux quand il vient le soir ronronner à mon oreille. Sa douceur est celle de mon grand-père quand je suis sur ses genoux et qu'il pose un 78 tours sur un vieux phonographe, d'où retentissent les premières notes de la Valkyrie. C'est le moment où Sieglinde et Sigmund, découvrant qu'ils sont jumeaux, vivent une passion interdite. J'ai 4 ans. Je ne sais pas que j'écoute du Wagner. Je ne peux saisir l'intensité du drame évoqué dans une langue inconnue. Je suis simplement subjugué par la puissance du chant, si beau, si pur qu'il transporte dans un monde sans peur ni chagrin, sans tristesse et sans larmes. Ce monde emballe mon cœur au rythme du sien. Quand mon grand-père enlève ses mains de mes épaules, son sourire me permet de partager le souffle de son émotion. Cette émotion, je la retrouve dans le regard de ma mère quand je lui demande de chanter l'air de la chevauchée des Valkyries. C'est ma manière à moi de l'attendrir pour me faire pardonner une bêtise. Je sais alors qu'elle n'aura plus envie de me gronder, et qu'elle me prendra dans ses bras en me disant qu'elle m'aime. À l'adolescence, Wagner est la cause de mes premières jalousies. Ma sœur de 16 ans, mon aînée, revenue du festival de Bayreuth, me raconte ce qu'elle a vécu en découvrant la nouvelle mise en scène de Wieland, le petit-fils de Wagner. Les mots sublimes, fabuleux, elle les répète inlassablement. Sa volubilité me laisse entendre que ce voyage est unique, que je suis trop jeune et sûrement trop inculte pour comprendre, et que je dois encore attendre très longtemps pour être autorisée à ressentir la même exaltation. Ces propos me blessent. Elle ignore que cette exaltation, je l'ai éprouvée bien avant elle en écoutant Wagner sur les genoux de notre grand-père. Je n'en veux pas à ma sœur, elle ne cherche pas à me peiner. Depuis le décès de notre mère, elle joue un rôle d'éducatrice en utilisant la frustration, afin que je me surpasse sans cesse. Cette frustration n'est pas sans effet. Après mes études, je n'ai qu'un souhait, m'impliquer dans la musique. Bientôt j'ai l'opportunité d'entrer au ministère de la Culture. Pierre Boulez vient de confier à Patrice Chéreau la mise en scène du Ring pour le centenaire de sa création à Bayreuth. C'est un réel défi pour ce lieu sacré où règne le conservatisme. Quand j'apprends que je peux obtenir des billets, un sentiment ambigu me traverse, fait d'inquiétude et de joie. Le nombre de places disponibles est limité. Je me sens subitement coupable d'être destinataire d'un tel privilège. Certains attendent des années avant de pouvoir en bénéficier. Je ne les prends pas, je les arrache. Je les cache dans ma poche comme si je les avais volés. Très vite je suis confrontée à un autre dilemme. Où les dissimuler ?
Les mettre dans mon portefeuille? Ils risquent d'être dérobés. Dans le tiroir de mon bureau? Ils ne ferment pas à clé. Je pense à les glisser sous mon oreiller, mais je trouve cette idée ridicule. Elle me rappelle les albums de mon enfance avec lesquels je dormais après les avoir reçus à Noël. Leur chercher une autre place. Laquelle? Aucun endroit ne trouve grâce à mes yeux. Ces billets me brûlent les doigts, je les vénère. Je les déteste. Cette crainte de les perdre est plus forte que le bonheur de les posséder. Ils deviennent encombrants. Je dois m'en séparer avant de les reprendre au moment venu. Finalement, je déniche une cachette appropriée, et enfin libéré de les savoir en sécurité, je peux me laisser emporter par la joie de ce voyage. La veille du départ, quand il faut mettre la main dessus, je suis incapable de me souvenir où je les ai rangés. Si quelqu'un était entré chez moi ce jour-là, il aurait pu croire que j'avais été victime d'un cambriolage. La maison est sans dessus-dessous. J'ai beau les chercher, aucune trace. Je n'y crois plus quand le hasard me pousse à ouvrir le réfrigérateur où je découvre sous la boîte à œufs les 2 sésames soigneusement dissimulés un mois plus tôt. Et maintenant? En ce mois d'août 1978, il règne sur le quai une agitation joyeuse. C'est la fin du jour, la chaleur commence à nous envelopper d'une légère douceur, l'air respire le parfum des vacances. Je tiens ma réservation serrée entre mes doigts comme si j'avais peur de la laisser tomber, peur de me tromper de wagon ou de rater le train. Se presse dans ma tête une foule d'images que je n'arrive pas à ordonner. Je songe à mon grand-père qui n'est plus là pour partager ma joie. Il est mort depuis longtemps. C'est lui qui m'a éveillé à la musique en me faisant le plus précieux des cadeaux dont je comprends aujourd'hui le sens. Associer la beauté d'un son à l'amour de celui qui vous le fait découvrir. Puis je réfléchis à la femme, à la mère que je suis devenue. Je pense à ma fille, à l'âge que j'avais quand mon grand-père développa chez moi l'amour de la musique. Saurais-je lui transmettre cet accès au paradis qui apaise tous les maux, fête promise qui exclut la solitude? Une sonate est un langage qui se suffit à lui-même. Pour l'instant, c'est justement la musique qui me sépare d'elle. Chaque fois que je dois la quitter pour aller au concert, elle vit cela comme un abandon. Elle ne peut comprendre que mes absences sont dues à mon métier. Et maintenant je suis partie pour 8 jours. Ses reproches me sont insupportables. Je les trouve injustes et je lui en veux. Mon remords vis-à-vis d'elle serait-il le prix à payer pour avoir le droit d'être heureuse? J'ai 30 ans et déjà une mémoire qui me permet de me sentir forte. J'ai surmonté la perte d'être proches tous partis beaucoup trop tôt, et connu une révolte suivie d'une pulsion de dévorer la vie. Mariée à 23 ans, j'ai rompu peu de temps après la naissance de ma fille des liens qui m'étouffaient. Je me suis juré de ne plus jamais connaître les affres d'une séparation. Je pense être capable de maîtriser mes sentiments, de ne plus me laisser envoûter par l'élégance des mots prononcés par ceux dont j'admire l'esprit. Comme tout paraît simple. Il suffit d'aller à la gare, de se diriger vers les guichets internationaux et de réclamer un aller pour Heidelberg, première étape du voyage à Bayreuth. Le train est là, impassible. Il attend depuis toujours pour me conduire, avec la précision d'une horloge, vers les rives du Neckar dont la résonance prend la saveur des fleurs. En montant dans le wagon, j'ai l'impression de laisser un peu de moi-même, un travail qui me passionne, une enfant que j'élève seule et que j'adore. Emporté par le bourdonnement des voyageurs et de leurs valises qui s'entrechoquent sur le quai, je me prépare à m'ouvrir au monde que j'aime par-dessus tout, celui où seule la musique a droit de citer. Je me lève pour regarder par la vitre du couloir. C'est un papillonnement de voyageurs qui cherchent le numéro de leur wagon. Certains tout essoufflés trébuchent sur des valises, d'autres, par des adieux interminables, risquent de voir s'échapper le train. Je commence à quitter ce qui m'attache à Paris. Je suis libre, sans entrave, sans obligation, sans enfant. Je suis encore suffisamment jeune pour garder cette insolence qui laisse croire que tout est possible. Les feux de la gare répandent une lumière diffuse sur le train qui s'ébranle. Une secousse, un frémissement, la fenêtre du couloir ouverte laisse passer un air humide qui s'engouffre dans mes poumons. Je regarde Paris disparaître avec une certaine gourmandise, comme s'il laissait la place à tous les étonnements, mais ce que j'ignore, ce sont les surprises que me prépare ce voyage. On croit en connaître la finalité, l'histoire qu'il me réserve est autre. Je vois les aiguilles de l'horloge peu à peu s'estomper,
Je les ai remplacées par celles du temps. Les minutes sont légères, elles épousent les battements de mon cœur. Allongée sur ma couchette, je m'abandonne à la route, bercée par le bruissement des roues, interdisant toute pensée cohérente. Le temps s'écoule. Silencieux, sans limite. Et pourtant, un malaise m'envahit au moment où je déplie la housse posée sur la couchette supérieure. Je me trouve dans un train qui roule vers l'est, sur ces mêmes voies, où 35 ans plus tôt des wagons entiers ont conduit des hommes, des femmes et des enfants vers la nuit vêtus de deuil. Quand j'entends la langue allemande à la frontière, cette langue de mes ancêtres dont j'aime tellement la couleur et la sonorité, je suis en pleine contradiction. Ma famille n'a pas souhaité que je commence à l'apprendre au lycée. Elle leur rappelle l'occupation que je n'ai pas connue. Mais pour moi, cette langue est celle des romantiques que j'ai tant aimés à l'adolescence. Puis j'ai éprouvé du bonheur en pénétrant pour la première fois dans ce pays, témoin de tant d'atrocités mais aussi berceau de multiples génies. Novalis, Jean-Paul, Kleist, Hölderlin, Beethoven ? Ne suis-je pas l'arrière-petite-nièce de Bettina von Arnim dont j'ai lu la correspondance avec Goethe, et de son frère Clemens Brentano dont le poème s'impose encore plus fort à moi ? Je ressens une certaine fierté d'avoir parmi mes ancêtres un grand poète allemand, mais simultanément, je suis prise d'un terrible malaise en pensant que ma famille a échappé à la rafle du Veldiv du seul fait de ne pas être juive. Prélude 2. Samedi 19 août. J'arrive à Heidelberg. Me hante la pensée de mon grand-père. C'est lui seul qui pourrait serrer mes doigts d'une étreinte invisible. Je revois ses mains qu'il soignait avec précaution en utilisant un nécessaire à ongles, dont les manches en ivoire me fascinaient. J'aime les mains, que ce soit celles des pianistes, des sculpteurs ou des écrivains, ces mains qui font éclore des chefs-d'œuvre. Mon grand-père était accoucheur des hôpitaux. Ses mains accueillaient la vie et ma mère me parlait de son émerveillement toujours renouvelé à l'écoute du premier cri, joie miraculeuse devant ce souffle porteur de promesses. Je quitte la gare et monte à pied au château avant de suivre une magnifique allée ombragée, où quelques volatiles s'ébouriffent dans les flaques laissées par l'orage. Lorsque j'atteins la direction indiquée par la flèche nach dem Schloss, je reste un moment immobile, une nouvelle fois envahi par le romantisme de mes racines. Ma mère aimait évoquer sa filiation avec Clemens et Bettina, dont elle partageait le goût pour les promenades nocturnes. Elle composait en rêve des vers et des poèmes qu'elle me lisait parfois. Elle me disait qu'il existait pour elle comme pour son aïeul une grande différence en ce que l'esprit vous inspire dans le sommeil, et ce que l'on conserve une fois éveillé. Je réalise alors que c'est devant ce paysage que Marianne von Wilmer et Goethe, de 30 ans son aîné, ont écrit le poème Suleika. J'ai moi aussi goûté ce chant d'amour en étant la muse d'un poète qui avait l'âge de mon père. Puis j'ai connu l'amertume des adieux, et cette rupture résonne ici avec une musicalité désespérante. Il est trop tôt pour visiter le château. J'apprécie la solitude dans le matin naissant. Je m'arrête sous le porche à ogives et me penche sur un puits à demi comblé, cherchant à percer ce que pouvaient dissimuler les feuillages. Il fait encore froid malgré la promesse d'août. Je savoure un de ces moments privilégiés, où je peux mesurer l'étendue de ma liberté. Ce n'est guère possible à Paris. Je suis une femme à 3 visages dont aucun ne communique avec l'autre. Il y a la femme professionnelle, comblée par l'activité culturelle qu'elle exerce. La mère divorcée qui tente de répondre le mieux possible aux attentes de sa fille. La femme secrète qui s'autorise des aventures fugaces qu'elle doit inclure dans son emploi du temps. Personne ne connaît ces 3 facettes de ma personnalité. En ne montrant qu'une de ces parcelles, je présente à chaque interlocuteur l'image qu'il attend de moi. Cette fragmentation me donne, la plupart du temps, l'impression de tenir une position dominante dans chacune de mes relations, même s'il m'arrive parfois de la vivre comme une contrainte. Car être libre, c'est la possibilité d'offrir au moins à une seule et même personne les 3 visages qui sont les miens. Ne plus jouer Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.